On a tous ce geste, c'est devenu un réflexe. Le matin, à peine réveillé. Dans les transports pour passer le temps. Le soir, juste avant de dormir. Ce défilement infini, ce scroll qui n'en finit jamais. Ensemble, on va décortiquer les mécanismes qui se cachent derrière cette habitude, pour comprendre et pour enfin peut-être reprendre le contrôle. Cette citation d'Alex, elle est vraiment parlante. Elle résume parfaitement une expérience qu'on a presque tous vécue. Cette main qui attrape le téléphone sur la table de chevet. Et ce n'est pas juste un petit geste anodin. C'est le tout premier moment de la journée. Et c'est déjà une sorte de renoncement. On donne les clés de notre attention avant même d'avoir bu notre premier café. D'ailleurs, ce phénomène, il a un nom, le doom scrolling. On pourrait traduire ça par défilement morbide. Le terme est devenu populaire pendant la pandémie, à une époque où beaucoup d'entre nous passaient des heures à consommer des infos super anxiogènes. C'est exactement ça, cette compulsion à chercher les mauvaises nouvelles, même si on sait qu'elles nous font du mal. Et c'est là que ça devient crucial. Dès le matin, notre cerveau il bascule en mode réactif. C'est-à-dire qu'on ne décide plus de ce qu'on va voir ou penser, on ne fait que réagir à ce que l'algorithme a décidé de nous montrer. La journée commence donc avec un déficit de contrôle. Notre humeur, notre concentration, tout ça est déjà à la merci des plateformes. Ok, on a parlé de l'expérience personnelle. Maintenant, passons de l'autre côté du miroir. Parce que cette habitude de scroller, ce n'est pas juste une faiblesse individuelle. Pas du tout. C'est le résultat d'une conception, d'une ingénierie très précise, pensée par ce qu'on pourrait appeler les architectes de notre attention. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que l'inventeur même du défilement infini, un certain Hazar Haskin, eh bien, il regrette amèrement sa création. Il parle d'un vol massif de l'attention humaine. Ce n'est donc pas un accident, mais bien une technologie qui a été créée dans un but précis, capturer notre temps de cerveau sans jamais nous donner la satisfaction d'être arrivé au bout. Et oui, il y a carrément une science derrière ça. Ça s'appelle la captologie. C'est une discipline, théorisée notamment à l'université de Stanford, qui étudie comment les ordinateurs et les technologies peuvent persuader et influencer nos comportements. Le but du jeu, ce n'est pas de faire l'appli la plus utile, mais celle qui nous gardera captifs le plus longtemps possible. Ce tableau y résume très bien comment ça fonctionne. En fait, notre téléphone est devenu une véritable machine à sous de poche. Le premier mécanisme, c'est celui des récompenses variables. On tire le levier virtuel du pouce, sans savoir si on va tomber sur une vidéo drôle, un message sympa ou une info banale. Cette incertitude, ça libère de la dopamine. Ensuite, il y a l'effet Zeigarnik. C'est simple, notre cerveau déteste laisser des tâches inachevées. Et comme le fil d'actualité est infini, la tâche n'est jamais finie. On continue, on continue. Et enfin, le fameux FOMO, la peur de manquer quelque chose. Cette angoisse nous pousse à vérifier constamment, juste au cas où. Pour bien sentir la différence, mettons ça en parallèle avec un livre. Un livre, ça a un début, un milieu et surtout une fin. Ça nous donne un sentiment d'accomplissement. Le scroll, lui, c'est un puissant fond. Il est conçu pour une consommation qui ne s'arrête jamais, qui ne rassasie jamais. Il entraîne notre cerveau à une attention très superficielle, l'exact opposé de la concentration profonde qu'exige la lecture. Bon, on a vu le comment. Maintenant, plongeons dans les conséquences. Au-delà du temps qu'on y perd, quel est le vrai coût de cette consommation numérique non-stop pour notre cerveau, pour notre équilibre psychologique? C'est un vrai paradoxe permanent. D'un côté, il y a l'appât, le petit rire, le moment d'inspiration, l'impression d'être connecté aux autres. Mais de l'autre côté, le fardeau est bien plus lourd. La fatigue mentale, l'envie et l'insatisfaction qu'engendre la comparaison, un sentiment de vide et d'anxiété. Ces petites récompenses immédiates, elles masquent en fait une usure psychologique bien plus profonde. Et ce graphique, il illustre parfaitement ce qu'on appelle l'écart perçu. C'est ce fossé, souvent douloureux, entre notre réalité, avec ses imperfections, et les vies idéalisées, parfaites qu'on voit défiler en ligne. Et là-dessus, les études sont très claires. Plus cet écart est grand, plus le sentiment d'insatisfaction augmente, ce qui a un impact direct sur notre bien-être. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le FOMO, ce n'est pas juste la peur de rater une soirée ou un événement. Souvent, c'est le symptôme de quelque chose de plus profond. Une sorte de tentative pour combler un vide intérieur, un manque de confiance en soi, en consommant la vie des autres pour avoir l'impression d'exister soi-même. Et ça ne s'arrête pas là. Le défilement infini, ça sabote littéralement notre créativité. Pour être créatif, notre cerveau a besoin de moments où il peut vagabonder, s'ennuyer un peu. C'est ce que les scientifiques appellent le réseau par défaut. Le problème, c'est que le scroll maintient notre cerveau en état d'alerte permanent, en activant d'autres réseaux, ceux de la science et de l'exécutif. Et cet état d'urgence constant, eh bien, il empêche le réseau de la créativité, celui qui a besoin de calme, de s'activer. Ce chiffre, il est assez parlant. 7h30.
C'est le temps que les jeunes Américains passent en moyenne chaque jour devant les médias, et souvent en jonglant entre plusieurs écrans en même temps. C'est une durée énorme pendant laquelle le cerveau est bombardé, soumis à cet environnement d'hyperstimulation. Alors, face à ce constat un peu sombre, qu'est-ce qu'on fait? La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas impuissant. Il existe des stratégies concrètes pour reprendre le contrôle, pour passer d'un usage subi, automatique, à un usage choisi et conscient. Voici une sorte de plan d'action en 4 étapes. La première, c'est tout simplement de prendre conscience, regarder son temps d'écran, ce qu'on consomme et comment on se sent après. Deuxièmement, fixer des limites claires. Par exemple, pas de réseaux sociaux le matin au réveil ou le soir au coucher. Troisième étape, couper les notifications. Fini d'être interrompu toutes les 5 minutes. Et enfin, l'étape la plus importante, remplacer. Remplir activement ce temps libéré par des activités enrichissantes dans le monde réel. Et pour nous aider, il existe des outils qui permettent de créer ce qu'on appelle une friction douce. L'idée, c'est de casser l'automatisme. Des applications comme OneSec ajoutent une petite pause obligatoire avant d'ouvrir une autre appli. D'autres, comme Forest, transforment la concentration en un jeu. Ce sont des petites béquilles qui nous aident à retrouver un rapport plus intentionnel avec nos appareils. Et tout ça nous ramène à cette idée essentielle du philosophe Bernard Stiegler. L'enjeu, ce n'est pas de rejeter la technologie en bloc, bien sûr, mais de la remettre à sa juste place. Un outil qui doit être au service de l'épanouissement humain et non l'inverse. Alors, pour conclure, la vraie question à se poser est peut-être celle-ci. Si l'on récupère ces heures, cette énergie mentale, cette capacité de concentration, qu'est-ce qu'on choisirait d'en faire? Qu'est-ce qu'on pourrait créer, construire ou simplement vivre? Parce que les possibilités, au-delà de l'écran, elles sont vraiment infinies.